point de vue. Mathieu Mouzou. Bonjour, nous sommes au troisième et dernier rendez-vous de l'émission Point de vue de cette semaine sur Zéphyr. Notre invité nous vient de l'Alliance nationale pour le changement. Il s'agit de monsieur Edema Tanchi, secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques, vice-président de la commission affaires électorales à l'Alliance nationale pour le changement. Nous allons parler avec lui des propositions de la concertation nationale entre acteurs politiques sur lesquels son parti n'est pas d'accord. Je le reçois avec le confrère Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Je suis Mathieu Mozo. Roger Telou est mon complice technique. Bonjour et bienvenue à tous. Alijo, Alderide, Bafilo, Bassar, Kara, Yamtogo, Bagouda, Ketao, Kanté, 95.5. La première radio régionale au Togo, Zéphyr, une couverture exclusive. Merci donc d'être avec nous dans cette émission. Peut-être avant de démarrer, je signale qu'à partir de 10h40, nous allons vous donner la possibilité de poser des questions à notre invité. Nous allons prendre au moins 5 questions. Ce sera par le biais du téléphone sur deux numéros, le 92 77 66 66 et le 96 30 66 66. Notre invité est avec nous, monsieur Edema Tanchi. Bonjour. Bonjour, monsieur Mouzou. Vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques, vice-président de la commission affaires électorales de l'ANC. Merci encore une fois d'être là. Le confrère Ibrahim Acha va nous retrouver dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Voilà, j'espère que vous allez bien vous-même. Dieu merci. Et votre parti? Ah, on se débrouille, hein. D'accord. On se défend. Voilà. Merci donc d'être avec nous pour parler donc de ces points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord dans les propositions faites par la concertation nationale entre les acteurs politiques. Mais avant de démarrer, d'une manière générale, alors comment avez-vous trouvé ce travail-là qui est fait à la CNAP? C'est vrai qu'à un moment donné, votre parti était parti. Oui. Voilà. Et en réalité, c'est une bonne chose que le gouvernement ait pris l'initiative d'appeler les acteurs politiques pour réfléchir sur le cadre électoral. Mais où le bas blesse, c'est que on constate que le gouvernement n'a pas la bonne volonté de régler les problèmes qui existent. Parce qu'en réalité, au finish, on n'a pas abouti aux solutions de règlement des problèmes qui existe depuis des années, j'allais dire plusieurs décennies déjà, en ce qui concerne le cadre électoral au Togo. Peut-être pour poursuivre, là c'est selon vous que ça n'a pas abouti. Oui, voilà, ça n'a pas abouti. Voilà. Et je crois qu'ils en sont conscients eux-mêmes. Hein. Ils en sont conscients, ils ne peuvent pas dire le contraire. Je voudrais dire ceci. En réalité, il faut reconnaître que le jeu électoral, les règles du jeu électoral au Togo n'assurent pas réellement une chance de se livrer une concurrence équitable. Et d'où la nécessité de faire une analyse diagnostique de la situation là, une analyse diagnostique de ce que nous appelons le cadre juridique électoral dans notre pays. Et quand nous parlons d'une élection transparente, cela se situe, il faut au moins deux conditions préalables. Il faut noter le professionnalisme des membres de la CENI, c'est-à-dire les membres de l'organisme chargé de gérer les questions électorales, l'intégrité du personnel électoral, d'une part, et d'autre part, le cadre juridique électoral, duquel découle l'organisation et la structuration de l'environnement interne et externe de l'organisme de gestion électorale, c'est-à-dire de la CENI par exemple. Comment tout ça là est organisé? C'est quand on a une idée claire de ce schéma-là qu'on peut savoir là où on va. Et je me souviens que en 1999, avec l'accord cadre de Lomé, la classe politique togolaise a opté pour une vision de gestion électorale au Togo. Et cette vision, qui est une commission électorale indépendante, a été confirmée toujours par la classe politique togolaise
au cours de l'accord politique global, APG, à Ouagadougou. Et l'option de la classe politique togolaise en matière de gestion électorale au Togo, c'est une commission électorale indépendante. C'est d'ailleurs le nom. C'est le nom. La commission électorale nationale indépendante. Et vous savez, c'est que dans la gouvernance électorale d'une façon globale, il y a 3 types d'organes de gestion électorale. Et quand je parle d'organes de gestion électorale, je parle d'une commission électorale. Autrement dit, chez nous, au Togo, nous parlons de CENIC. Bien sûr. Il y en a 3 types. Il y a le type indépendant. Cela veut dire que l'organisme doit être indépendant des corps constitués, et en particulier du gouvernement, et précisément de son ministère chargé des affaires, chargé des élections. Donc, l'organisme doit être totalement indépendant du gouvernement, donc du ministère. Au Togo, c'est le ministère de l'administration territoriale. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas? Non, avec la CENI? non, on y viendra. D'accord. On y viendra. Allons-y. Donc je disais qu'il y a 3 types. Le type indépendant, il y a le type mixte, c'est-à-dire à la fois avec le gouvernement. Il y a un organisme qui travaille avec le gouvernement. Il y a aussi le type gouvernemental. Donc il y a 3 types d'organismes de gestion électorale. Nous avons opté au Togo pour un organisme de gestion électorale indépendant. Là où le bas blesse... permettez, quand vous parlez d'un organisme indépendant, je voudrais savoir si vous voulez parler d'une CENI technique, par exemple. Non, c'est pas de ça qu'il est. Quand on dit commission électorale indépendante, il y a à la fois à l'intérieur de cette commission-là, ce que nous appelons... comment on appelle ça? Des composantes, voilà. Oui. À l'intérieur d'une commission électorale indépendante, il y a 2 types de composants. Il y a la composante organisationnelle, c'est-à-dire la composante qui s'occupe de l'organisation, et il y a aussi la composante qui s'occupe de la supervision, bien du contrôle. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, quand on dit indépendante, il y a à la fois la commission indépendante qui prend l'aspect politique, qui prend encore, on ne parle pas de technique, mais qui prend encore un autre aspect de personnel qui n'est pas politique, c'est-à-dire non politique. C'est-à-dire la CENI indépendante peut être politique ou bien non politique. Vous voyez ce que je dis? Donc, quand on évite cette confusion-là, on s'en sort. Oui, mais une fois que c'est politique comme chez nous, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non, laissez-moi aller au terme de ma démonstration, et on reviendra à votre question. D'accord. Il faut qu'on explique cela pour que les auditeurs puissent comprendre. Donc, comprenons que nous avons 3 types d'organes de gestion de commission électorale. Il y a le type indépendant, il y a le type mixte, et il y a le type gouvernemental. Quand on dit type indépendant, il y a à l'intérieur 2 composantes. La composante qui s'occupe de l'organisation des élections et la composante qui s'occupe de la supervision et du contrôle. Donc indépendant, ça veut dire que les deux composantes de la CENI indépendante là sont indépendants vis-à-vis des corps constitués, en particulier du gouvernement. Et les acteurs politiques. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est des principes qui sont énoncés par ce qu'on appelle la gouvernance électorale. La gouvernance électorale a pris les dispositions en matière juridictionnelle pour favoriser cela. Ce n'est pas parce que c'est politique que ce n'est pas indépendant. Les dispositions du cadre juridique électoral permettent à ce qu'il y ait des acteurs politiques dans une commission électorale indépendante. Alors, maintenant, là où les acteurs politiques ne font pas confiance, je vais revenir, on fera ce débat-là après. Comprenons d'abord les types de commission électorale. D'accord. Alors, là où le bas blesse, c'est que, au Togo, quand vous prenez la plupart des lois électorales, le code électoral, depuis un certain temps, annonce que la commission électorale nationale indépendante de chez nous, du Togo, est une commission indépendante. Le code électoral en vigueur, en son article 4, alinéa 1, dit ceci.
Allez-y. La CENI est une autorité administrative indépendante. La CENI est une autorité administrative indépendante. Alors, si la CENI, la loi électorale annonce que la CENI est une autorité administrative indépendante, il y a des principes à observer dans la suite du processus de l'élaboration de la loi. Et au même moment, le code électoral, depuis un certain temps, à son article 6 et 9, commence déjà par violer ce qui est annoncé, que la commission électorale est indépendante. C'est une contradiction. Quelle contradiction? La loi dit, l'État met à la disposition de la CENI les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent pour l'accomplissement de ses missions. L'État n'a pas à mettre. Non. Quand l'État met, ça veut dire que l'État s'implique. L'État, ce qu'il fallait dire, l'État met à la disposition de la CENI, à sa demande. Oui, à sa demande. Et là, il doit y avoir un protocole qui permet en ce moment-là à l'État de mettre à la disposition de la CENI les moyens techniques. D'accord. Là, ça commence déjà par violer. Quand on tient déjà aussi à l'article 9, il dit, la CENI procède avec le concours du ministère chargé de l'administration et d'autres services de l'État. Vous voyez, c'est grave. D'accord. On va laisser un peu le temps, monsieur Atandi. Non, c'est vrai que vous avez cette ferveur. Non, vous savez que je suis comme ça. Oui, allez-y. Ce n'est pas que... Oui, bien sûr. C'est pas la première fois qu'on me reçoit ici. Allons-y. Bon. Donc, l'État procède avec le concours du ministère chargé de l'administration territoriale et tout service de l'État. Ça viole déjà. Cela veut dire que la CENI n'est plus indépendante. La CENI n'est plus indépendante. Et c'est ça qu'il faut corriger. Et depuis, on ne peut pas corriger. On l'a dit, on le dit, il ne veut pas corriger. Maintenant, qui doit corriger? Voilà. Très belle question. C'est du devoir de la Cour constitutionnelle de corriger. Une loi qui a une forme de loi organique doit être corrigée par la Cour constitutionnelle. La loi prévue, la Constitution a prévu que dans l'élaboration de la loi, et surtout des lois organiques, il revenait au gouvernement de renvoyer la loi à la Cour constitutionnelle pour vérification de la constitutionnalité de la loi. Alors, ce qui, le gouvernement ne le fait pas. Si le gouvernement ne le fait pas, il revenait à la Cour constitutionnelle quand même de s'auto-saisir. Pour le faire. Puisqu'il a ce pouvoir-là de vérifier la constitutionnalité des lois. Mais où en sommes-nous avec la Cour constitutionnelle? Voilà. Mais maintenant, le gouvernement ne le fait pas, la Cour constitutionnelle non plus. Et vous qui voyez cette erreur, quelle est votre démarche? Vous savez que nous l'avons toujours fait. Nous l'avons toujours fait. Mais ce que la Constitution a prévu, c'est les institutions de la République. C'est le président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le Conseil de la République, je vais parler plutôt de la RAC, de la Commission nationale des droits de l'homme, bref, les institutions. Et comment on appelle ça? Les groupes parlementaires. Maintenant, au niveau des députés, il faut avoir au moins le 5e et le 6e de députés, c'est-à-dire en moyenne 17 députés avant de saisir le... C'est là que l'opposition devait alors jouer. C'est grave. Non, s'il vous plaît. C'est là-bas que l'opposition devait jouer, monsieur. Maintenant, non. Puisque les autres ne le font pas. La Cour constitutionnelle doit le faire. Oui. Mais la Cour constitutionnelle ne le fait pas. Maintenant, l'opposition. Voilà. Et les citoyens. Bien sûr. Nous le faisons depuis. L'ANC, quand elle était à l'Assemblée nationale, elle a saisi la Cour constitutionnelle sur ces formes-là, sur diverses formes de la loi électorale. Maintenant, en ce qui concerne cet élément principalement, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Maintenant, c'est que saisir la Cour constitutionnelle n'est pas possible aux citoyens. Et là, on se pose la question de savoir à quoi sert la Cour constitutionnelle en Togo. La Cour constitutionnelle joue son rôle. Mais la Cour constitutionnelle ne joue pas son rôle. C'est une institution de la République. Je suis d'accord. Je suis d'accord que on peut se poser la question de savoir si la Cour constitutionnelle joue effectivement son rôle de régulation de la vie des citoyens togolais. Oui, parce que un élément aussi important que le code électoral qui a violé de manière... Monsieur Atandi, peut-être ce qu'il faut voir aussi, ce que vous voyez
peut-être que, je vais le dire comme ça ne vous arrange pas, vous le voyez. Allez-y. Alors si ça arrange quelqu'un quelque part, vous pensez que la personne va faire ça à votre place? Mais est-ce que... Non, c'est ce que je dis, hein. C'est très important. Ce que il ne faut pas oublier cet aspect. Non. Si on est conscient, on est conscient que il y a un élément qui bloque l'évolution du développement du pays, on n'a pas besoin d'être de l'opposition ou bien de la majorité. D'accord, il faut désamorcer. On va avancer parce que le temps aussi est en train d'avancer, oui. Maintenant que la Cour constitutionnelle ne fait pas son travail, et que on se retrouve... La Cour constitutionnelle ne fait pas ce que vous voulez. On va dire ça comme ça. Non, la Cour constitutionnelle ne fait pas... Attends. Oui, c'est votre point de vue. D'accord. La Cour constitutionnelle togolaise n'assure pas ce que vous cette voulez. Régularité. Non. Je vous dis, on va pas je me pose même la question... Attends. Je me pose même la question de savoir si la Cour constitutionnelle existe au Togo. Bien sûr, elle est là. Vous avez l'habitude de la saisir. Mais c'est peut-être en période électorale. Oui, vous la saisissez. Si elle n'est pas là, vous allez saisir. Vous savez ce qui se passe. Allons-y. Nous sommes à cette fin du 21e siècle. Oui, c'est important. On va avancer. À cette fin du 21e siècle, une institution, cette haute institution, chargée de la régulation de l'évolution du pays, mais qui s'accroupit quelque part et on entend parler d'elle que pendant la période électorale. Vous savez, au Ghana, comme vous voulez, dans d'autres pays, je ne vais pas parler des pays européens que nous imitons à chaque moment au niveau de cette procédure-là, la Cour constitutionnelle publie mensuellement un programme d'activité. D'accord. On va parler. Est-ce que vous permettez qu'on parle des points mais s'il vous plaît, qui ne vous agréent pas au niveau parce que peut-être que la Cour constitutionnelle ne fait pas justement ce que vous voulez, peut-être vous trouvez qu'elle existe, ça c'est tout à fait normal. Voilà. On va avancer sur les points, les propositions que vous avez faites. Mais je voudrais faire une observation. D'accord. Nous sommes en train de parler du cadre électoral. Bien sûr. Et qui parle du cadre électoral parle à la fois de la Constitution et du Code électoral. Bien sûr. Et ne soyez pas surpris que j'insiste sur le rôle de la Cour constitutionnelle en matière électorale. Nous avions compris, nous avions compris, on n'a pas dit le contraire. D'accord. Là où peut-être on ne se comprend pas, c'est lorsque vous dites que la Cour constitutionnelle n'existe pas, c'est là je dis non. Je dis, vous avez l'habitude de je me pose la question. Voilà. On va parce qu'elle n'assure pas la régularité. D'accord. Le fonctionnement des institutions dans ce pays. D'accord. Et voilà. Quand la saisine de la Cour constitutionnelle est rétrécie, c'est-à-dire n'est pas mise à la disposition des citoyens, ça pose problème. Cela veut dire que... Il y a des réflexions dans ce sens. Mais normalement, le CNAP doit s'occuper de ça. Le CNAP doit s'occuper de ça. Ce n'est pas que le code électoral. On doit parler aussi de la Constitution. D'accord. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu... On est dépassé. Mais ça pose problème. On va parler, en rentrant dans le vif du sujet, avec le cadre électoral. Le cadre électoral, c'est les deux. Voilà. C'est à la fois la Constitution et le code électoral. Bien sûr. La concertation nationale entre acteurs politiques a fait 29 propositions pour l'amélioration du cadre électoral. C'est vrai que vous étiez là au début, vous êtes parti vers la fin des travaux. Ces propositions vont de la recomposition de la CENI à la compilation des résultats de vote en passant par le recensement électoral biométrique et l'authentification des bulletins de vote. Alors, la Sénat a proposé une CENI politique, l'ANC également, mais avec des précisions comme on en parlait tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur vos propositions? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la CENI, la classe politique togolaise a opté pour une CENI indépendante. Indépendante par rapport au corps constitué, en particulier le gouvernement et le ministère de l'administration territoriale. Et la CENI doit être désormais constitutionnalisée. Parce que la CENI qui organise les élections dans un pays, organiser les élections dans un pays, c'est promouvoir la paix, c'est promouvoir le développement. Et un organisme qui organise les élections ne peut pas être jeté comme ça à la volo. D'accord. Et c'est à la veille des élections que le ministre fait de cette CENI-là ce qu'il veut. D'accord, on a compris. Vous avez parlé du professionnalisme en début d'émission lorsque vous parliez de cette CENI. Pourquoi ne pas proposer une CENI technique alors, pour éviter tout problème? Non, vous savez, nous sommes dans un pays comme le Togo. Le Togo en matière de démocratie n'a pas du tout évolué. L'administration togolaise... Là encore, c'est votre vision. Parce que quelqu'un serait ici à vous dire que ça va chez lui. L'administration togolaise est fortement politisée. Nous n'avons pas encore avancé pour avoir une CENI composée des personnalités indépendantes,
des experts électoraux, nous n'avons pas encore atteint cette étape-là. Et c'est une question de confiance. La preuve. C'est une question de confiance. Oui, mais c'est ça. On ne se fait pas confiance. On n'est pas encore à ce voilà niveau. justement pourquoi au sein d'une CENI où il y a des acteurs politiques, il y a problème. Chacun veut tirer le drap de son côté. Non, s'il vous plaît, dans la plupart des pays comme... Même les gens disent que le Ghana a une CENI technique. Non, ce n'est pas une CENI. Je connais des responsables de l'opposition qui sont dans la commission électorale du Ghana. Mais puisqu'ils se font confiance, il n'y a pas de problème. Nous allons dire bonjour à notre cher confrère qui est arrivé, Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonjour, merci d'être là. Bonjour, avec M. Atanchi. Bonjour à l'invité. Oui, on a avancé, nous sommes en train de parler des propositions que l'ANC a faites par rapport aux propositions de la CNAP. On vient de parler de la CENI. Alors, la proposition de la CNAP sur la composition de la CENI, M. Atanchi, est la suivante. 17 membres comme toujours, majorité parlementaire 7, opposition dans son ensemble 7 membres, mais maintenant 4 pour l'opposition parlementaire et 3 pour l'opposition extra-parlementaire, 2 membres pour la société civile et 1 membre pour l'administration. Cette composition n'est pas partagée par l'ANC. Oui, elle n'est pas partagée par l'ANC. Vous savez, nous avons toujours dit qu'il faut dans notre pays une CENI paritaire. Une CENI paritaire. Et la toute dernière fois avec la CEDEAO, nous sommes entendus en 2018. En 2018 sur une CENI 8 majorité, 8 opposition. Et trouver une personnalité de manière consensuelle pour présider la CENI. Bien sûr. C'est ça que nous ramenons. Le gouvernement introduit, par exemple, le représentant de l'administration. Quel représentant de l'administration? La CENI est indépendante, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. On n'a pas besoin d'un représentant de l'administration. Et ça fausse le jeu. Ça fausse le jeu. Et ce qui est encore grave, c'est qu'au même moment où les membres de la majorité ont un représentant au niveau des commissions électorales, au niveau des bureaux de vote, au niveau des commissions des listes 4, le représentant de l'administration qui est la CENI, à partir du moment où il a la CENI, il a aussi des représentants au niveau des séries, des bureaux de vote et des commissions des listes 4. Mais ça veut dire quoi? Ce qui est anormal à vos yeux. Mais pourquoi l'ANC parle d'une réelle représentativité des forces politiques au Parlement avant d'avoir une CENI proposée par la CNAP? Non, ce que nous disons c'est très simple. Nous avons dit que nous sommes à une étape qui conduit où la CENI doit être installée, recomposée et installée, qui doit faire un travail vers les prochaines élections, en particulier les prochaines élections régionales. En attendant, parce que à partir du moment où nous avons opté pour une CENI indépendante, c'est que cette CENI-là doit avoir un mandat clair qui permet à cette CENI de dérouler le cycle électoral qui prend au moins 4 années, entre 3 et 4 années, le cycle électoral. Ouais. Si la CENI n'a pas, une composition de la CENI n'a pas pu dérouler le cycle électoral en 3 et 4 ans, il y a problème. Est-ce que c'est pour cela que vous dites, je lis ce que vous avez mis sur la proposition, sur la composition de la CENI, en attendant une réelle représentativité des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Oui. Il faut une CENI paritaire, c'est ça, transitoire ou provisoire composée de. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais. J'ai dit, en attendant qu'on ait une CENI de mandature normale, c'est-à-dire à partir des prochaines élections. Ça dit qu'actuellement, là, c'est pas possible, oui. Actuellement, il faut mettre une CENI provisoire. Actuellement, il faut mettre. Pourquoi elle doit être provisoire alors que le Parlement est là? Oh là là. Ce que je dis, c'est de cette manière vous comprenez. C'est-à-dire que la CENI qui sera installée aujourd'hui ne peut pas dérouler le cycle électoral qui compte au moins 3 ans. D'accord. De vous parler en tant que technicien. C'est pourquoi il faut une CENI transitoire. Mais si le transitoire la blesse politiquement, disons provisoire. D'accord. Et à partir des prochaines élections législatives, il y aura une série normale de mandature qui peut couvrir, si c'est 5 ans, si c'est 6 ans, on s'en fout. Mais une mandature sur laquelle on s'entend. D'accord. Vous voyez, ça permet aux membres de dérouler le processus dans pour cela vous avez posé 5 ans, c'est ça? Étape post-électorale, étape pré-électorale et étape électorale. Si vous n'arrivez pas, une commission électorale qui n'arrive pas à dérouler tout ce cycle-là,
n'est pas une commission. C'est pourquoi vous proposez alors un mandat de 5 ans? Nous proposons pour nous une mandature normale, un mandat de 5 ans. Ok. Ouais. Alors, Ibrahim, si vous avez des questions à M. Atanti, mais avant, je rappelle juste aux auditeurs qu'à partir de 10h40, ils peuvent intervenir dans cette émission à travers 2 numéros, le 92 77 66 66 et le 96 30 66 66. Oui, Ibrahim. Oui, et selon les explications de M. Atanti, j'ai pu comprendre que pour l'ANC, il faut une CENI qui s'étale sur une durée donnée, de manière à ce que le processus électoral puisse être bien déroulé. Voilà, ben, actuellement, ce que nous avons, c'est que c'est 1 an. 1 an. Voilà, et pour les élections régionales qui pointent à l'horizon, j'estime que on peut aussi avoir une CENI qui puisse aller au-delà de ces 5 ans. Ou bien s'étendre sur les 5 ans, puisque après les élections régionales, c'est sûr que le pays va affronter d'autres échéances. Oui, ben, ils ont mis 1 an, hein. Ils ont mis 1 an. Tout à fait. Ben, ce que je voudrais ajouter à votre intervention, vous avez dit qu'il faut une CENI. J'ai dit une CENI qui puisse aussi couvrir ce cycle électoral, c'est-à-dire qui puisse faire aussi 4 ans ou bien 5 ans, comme vous le souhaitez. Surtout que, selon ce que vous venez de dérouler, c'est comme si on mettait en place une CENI qui couvre ce cycle électoral que vous définissez entre 4 et 5 ans, il y aurait problème. 5-6 ans. Bon, vous savez, il y a 2 éléments par rapport à votre interrogation. Le premier, c'est que nous pensons que une élection législative, comme celle qui a eu lieu en 2018. Ah, d'accord. 98 ou 98. D'accord. N'a pas réuni toute la classe politique. 2018. Oui. 2018. Oui. 2018. Oui, tout récemment. Oui, tout récemment, oui. Toute la classe politique n'y était pas. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, nous pensons que c'est certainement les prochaines élections législatives vont réunir toute la classe politique. Et à partir de cet instant, on peut mettre sur pied une série de mandatures normales. Est-ce que vous voyez? Je comprends. Voilà ce que je pense par rapport à cette question. Voilà, on va avancer. Pour ce qui concerne le fichier électoral, l'ACNA propose un recensement électoral biométrique, l'établissement d'un nouveau fichier, l'audit de ce fichier avant les élections et accessibilité de ce fichier. Que propose l'ANC sur le fichier électoral, selon vos propositions? Est-ce que nous évoluons de manière hiérarchique ou bien Non, allons-y. On va aller. Oui, on va revenir à l'air. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, allons-y. Oui, on ne va pas perdre le temps pour... Oui, c'est pour qu'on puisse aborder tous les points. Oui. On va prendre l'essentiel parce que s'il faut aborder, ça fait 29 propositions. Oui. Si on doit aborder tout ça là, c'est pas en 55 minutes. Oui, maintenant... On revient, on marque une pause rapidement, on revient tout à l'heure. Déjà? Oui. Retour dans cette émission avec notre invité, M. Matanti, secrétaire général adjoint, chargé des affaires politiques, vice-président de la commission affaires électorales de l'ANC. Le confrère Ibrahim Macha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, est là. M. Tanti, est-ce qu'on peut aller maintenant sur les propositions de l'ANC sur le fichier électoral? Oui. Au fait, le gouvernement pense que il faut reprendre le fichier électoral, nous sommes d'accord. La proposition de la CNAP. Le gouvernement n'a pas encore entériné. Non, à partir du moment où c'est passé au Conseil des ministres et que le gouvernement n'a pas rejeté, tant mieux. Bon, jusque-là, on ne sait pas ce que le gouvernement aussi va mettre dans ce fichier électoral. La compréhension de la chose. Oui, allons-y. Donc, nous sommes partants pour une commission électorale, un recensement électoral, un nouveau recensement électoral biométrique. Voilà. Maintenant, ce qui est important, et ça, c'est que, je l'ai dit, le processus de recensement électoral doit être défini et cadré, fixé par le code électoral. Il m'arrive, il nous arrive de constater que, à la CENI par exemple, et il n'y a que peut-être 3, 4, 5 membres de la CENI
qui maîtrisent le processus. Et ça, c'est un danger. Je dis bien membres de la CENI, qui maîtrisent le processus. C'est un danger. Or, pour la transparence des élections, non seulement les membres de la CENI doivent maîtriser le processus pour réagir à un moment donné du non-respect de la démarche, et nous devons, pour ceux qui sont à la CENI, les membres de la CENI doivent être contrôlés et suivis par les populations. Oui. À partir du moment où les populations n'ont pas dans la loi électorale le processus, le déroulé du processus, ils ne peuvent pas suivre. C'est ce qui fait que souvent il y a des problèmes pendant la correction des listes électorales. Oui. Donc c'est pourquoi nous disons que les différentes étapes du processus du recensement électoral doivent être ficelées dans la loi électorale. Ça ne doit pas être un secret de polichinelle. Jusque-là, bon, peut-être que le gouvernement prendra en compte tout cela, même si au niveau des propositions de la CNAP, c'est pas clairement ressorti, parce que ce que vous dites est très important. Ouais, c'est ce que nous avons ignoré. On espère que le gouvernement prendra... de nos observations. Oui. On peut avancer? On avance. Voilà. Alors, il y a aussi la question de l'accès aux fichiers proposés par la CNAP. Cela est-il important à vos yeux? Avant ça, que tout le monde puisse avoir ses yeux. Oui, pour qu'on avance sur le fichier électoral, tout ça c'est le recensement électoral. Parlons d'abord des audiences foraines. Oui. Les audiences foraines. Oui, ça vous tient à cœur. Vous l'avez toujours dit, oui. Oui. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ou se faire recenser sur la liste électorale dépend du plaisir, de la bonne volonté d'un chef de village ou bien d'un ami. Non, ça doit pouvoir avancer. C'est pourquoi nous disons qu'il faut des audiences foraines. La CNAP aussi a fait cette proposition. Bien sûr, mais la CNAP l'a fait autrement. Je dis, au point 11, la CNAP propose au gouvernement d'organiser dans la mesure du possible les audiences foraines en vue de délivrer les actes de naissance. Il y a deux éléments là qui clochent. Dans la mesure du possible, nous disons non. Il faut automatiquement le faire. Il faut automatiquement. Tous travaux cessants pour les prochaines élections, les audiences foraines permettant d'établir les actes de naissance de manière gratuite, la carte nationale d'identité de manière gratuite et les certificats de nationalité de manière gratuite aux Togolais, avant que ceux-ci, avec leur carte nationale d'identité, aillent se faire enregistrer sur les listes enrôlées sur les listes électorales. D'accord, c'est clair. Donc, de dire que dans la mesure du possible, non. Il faut enlever. D'accord, c'est pas possible. D'accord. Oui, tout travaux, c'est ça, s'il vous plaît. D'accord. Ibrahim, une question, on va aller vite. Bon, dans l'esprit de ce qui était à cette concertation nationale des acteurs politiques, le fait de dire que dans la mesure du possible, c'est que pour organiser ces audiences foraines, il faut déployer tout le personnel des mairies et des services chargés d'établir et tout ça là. Donc, il faut aussi les moyens. Peut-être que c'est vu sous cet angle, on peut accepter cette façon de dire dans la mesure du possible. Donc le gouvernement doit chercher les moyens et déployer tous ces agents-là jusqu'à. Mais je retiens que c'est un impératif qu'on puisse établir ces actes de naissance. Le gouvernement le reconnaît d'ailleurs à tous les citoyens pour que lors de ces recensements-là, qu'il n'y ait plus les histoires de témoignages et autres qui biaisent parfois le fichier électoral. D'accord. Voilà, je parlais de l'accès au fichier électoral. C'est important à vos yeux, je crois. Oui, nous avons dit que les gens puissent quand même avoir accès à ce fichier. Mais nous avons dit aussi que ce n'est pas suffisant. Parce que dans la composition du fichier électoral, vous savez, le Togo, avec ses problèmes, on n'arrive pas à faire la différence dans le fichier électoral. Un fichier électoral fait la différence entre les éléments constitutifs. Il y a les citoyens, les civils là. Est-ce que vous comprenez? Les Togolais de l'intérieur, vous et moi, les Togolais de l'extérieur, vous voyez, dans le fichier électoral, et les Togolais de forces de défense et de sécurité. D'accord. L'ANC est également d'accord sur l'authentification des bulletins de vote par des signatures et des hologrammes, mais avec des nuances que nous souhaitons que vous nous releviez ici. Oui, nous avons fait ce débat-là, et finalement, le gouvernement retient que pour authentifier les bulletins de vote,
pour avoir une traçabilité. Vous dites plutôt la CNAP. C'est des propositions sur lesquelles le gouvernement n'a pas encore... Bon, d'accord. Mais je voudrais rappeler que c'est un dossier qui est déjà transmis au gouvernement et débattu en Conseil des ministres. Avant projet de loi dans nous n'avons jamais entendu que le gouvernement a renvoyé ou bien le gouvernement a fait ceci. Non. Bon, d'accord. Ce sont des propositions, on ne renvoie pas les propositions. Le gouvernement peut faire des observations. Non, on les étudie d'abord. Et dans la mesure du possible, on met ça en proposition. Donc je disais que la CNAP a proposé que sur le bulletin de vote, il y ait à la fois les signatures de 2 représentants de la majorité comme de l'opposition et avec un hologramme. Et ce qui cloche, c'est le fait que le gouvernement dit qu'en cas de contestation, c'est l'hologramme qui fait foi. Mais il y a problème. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Il y a lieu de définir dans quelles conditions les signatures sont valables. De la même manière, dans quelles conditions l'hologramme est valable. Parce que nous parlons du choix de l'emplacement où l'hologramme doit être posé. Vous parlez même du tirage au sort. Nous parlons du tirage au sort. Et nous parlons aussi de quel hologramme s'agit-il. Est-ce que c'est l'hologramme de la CENI déposé dans le bureau de vote, etc. Donc on ne peut pas, quand le gouvernement dit tout de go que c'est l'hologramme qui l'emporte, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a lieu de définir. C'est des détails qu'il faut définir. Voilà, il y a lieu de peut-être que la CENI va s'occuper de tout ça. Mais il n'a pas à dire ça. Quand il annonce que c'est l'hologramme qui est valable, ça pose déjà des problèmes à la CENI. À la CENI, les gens vont penser pas faire des tiraillements. Le gouvernement n'a pas à dire ça. Le gouvernement a dit, à partir du moment où la CENI a le pouvoir d'établir des règles, de définir les conditions dans lesquelles l'hologramme et les signatures sont valables. D'accord, c'est simple. Voilà. Alors, la centralisation des résultats se fait CELI par CELI et CEAI par CEAI. Oui. Mais là, il se propose quoi à ce niveau? Ça, sur les propositions... Je vais revenir encore en arrière. Oui. Puisque vous parlez de centralisation là, c'est un problème au niveau des CELI. Oui. Au point 5, petit a, par exemple, et le gouvernement dit que les CELI couvrent un ressort territorial composé de communes. Oui. Aucune CELI ne peut comporter en son sein plus de 3 communes. Oui. Cela veut dire que une commission électorale doit être constituée de plusieurs communes. Nous disons non. Le gouvernement a opté pour la décentralisation intégrale. Cela veut dire, proche de chaque population, il faut créer une CELI par commune. Par commune. Mais quand on doit mettre plusieurs communes, donc on doit avoir, selon vous, 117 CELI. Oui. Une commune, une CELI. Donc on doit avoir 117 CELI. Quand on met 2-3 CELI sous la direction d'un président de CELI, il y a problème. Il y a problème parce que le président de la CELI ne peut pas faire en sorte et très rapidement dans le délai requis la centralisation, la compilation, la validation, l'établissement des procès-verbaux et la publication des résultats en un temps requis. Il sera obligé de le faire. S'il veut le faire concomitamment, c'est encore pire. S'il veut le faire encore CELI par CELI, c'est qu'il crée les conditions de la fraude. Il crée les conditions de la fraude. Il vaut mieux créer CELI par CELI, par commune, une CELI, parce que toutes les communes n'ont pas la même taille. Donc, les CELI seront créées à la taille de chaque commune. D'accord, la proposition de l'ANC. Maintenant, on va donner la... Pour la centralisation des résultats au niveau des CELI dont vous parlez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que la centralisation doit être faite commune par commune. Et non CELI par CELI, comme le gouvernement le dit, qu'on va on va réunir les résultats. Non, même jusqu'à la CENI, la centralisation doit être faite
commune par commune. Jusqu'à la CENI. On va plus aller au niveau des CELI. On va plus aller au niveau des CELI, non. D'accord. De manière à ce que chaque commune, dans le tableau récapitulatif, puisse savoir dans ma commune, voilà notre résultat. D'accord. Si ce n'est pas ça, on puisse réagir. D'accord. On va prendre un auditeur, j'avais annoncé, qui peuvent intervenir au moins 3, 4, 5 questions. On va prendre le tout premier. Allô? 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est monsieur Kolani depuis Avoir. Bonjour, monsieur Kolani. Oui. Allez-y avec votre question. Je salue votre invité. Oui. Mes questions vont vers vous, les journalistes. Allez-y. Oui, on vient de sortir d'une élection où le consensus électoral est acquis. Et le chef de l'État du gouvernement a initié PNAP. Et ceux qui ont gagné, c'est passé 7 ans. Et nous savons tous que le problème des Togolais, ce n'est pas ce qui est dans les urnes qui sortent. Donc nous n'avons plus besoin d'une CENI technique. Si l'administration ne peut pas prendre des responsabilités, les gens de bonne morale, pour faire des élections, on peut les laisser à la société civile, au groupe organisé, des imams, des pères, des consorts, pour faire des CENI. Et ces gens de problèmes encore. Parce que le peuple a besoin de l'État. Nous sommes dans une république. On a des tests pour se donner. Les tests disent que vous ne pouvez pas voter, c'est ce que vous allez sortir. Mais dire encore des CENI politiques, où il y a comme plus de 200 partis politiques au Togo, pour certaines choses ne sont pas représentées, c'est une frustration. Et nous avons constaté aussi que ces politiciens qui sont des vont lutter pour leurs intérêts, l'intérêt de leur parti. Bien sûr. En tant que journaliste, aider ce peuple-là à avoir la démocratie. D'accord. Le peuple a besoin de la démocratie. C'est pas question de l'opposition ni du pouvoir. C'est vous, là. D'accord. Il faut dire à ces politiciens de cesser de jouer avec le peuple. Il est temps, c'est le temps de la lumière. Merci beaucoup. C'est une CENI politique, c'est fini au Togo. C'est le plus simple. Si cette CENI doit venir, moi, pour l'année politicien, je demanderai au peuple, les unes n'ont plus de valeur au Togo. Merci beaucoup, M. Kolani. Merci beaucoup, M. Kolani, pour votre contribution. M. Kolani pense plutôt pour une CENI technique, comme nous le disons. Voilà. Non politique. Oui, non politique. Un autre derrière. Bon. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, présentez-vous. Je m'appelle Malam. Malam. J'appelle de Zongo. Allez-y, Malam. Et tout ce que je m'en dis concernant la ANC, je leur demande de faire un peu plus bas. Parce que je constate qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'Assemblée. Là, ils veulent faire un meeting pour dire qu'ils sont le parti le plus représentatif au Togo dans le pays. C'est le peuple qui choisit. Un parti n'existe plus. Donc, nous ne sommes pas là. D'accord. D'accord, on a compris, monsieur Malam. Parti politique parlementaire et extra-parlementaire. Mais je peut-être qu'ils veulent montrer que c'est-à-dire que c'est le plus pour dire le plus de avant même que tout est parti. D'accord, on a compris, monsieur Malam. Peut-être que monsieur Atanti a un petit mot à dire. Non, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Oui, il demandait tout simplement à l'ANC de faire profil bas. Voilà, donc c'est l'essentiel de son intervention. On peut avancer. Il y a quelqu'un derrière. Voilà, on va fermer et on va avancer. Est-ce que M. Atanti a une petite réaction par rapport à tout ce qui a été dit par M. Koulani, M. Malam? On va aller vite avant de revenir. Non, l'ANC n'a pas fait un profil bas. L'ANC est un parti politique représentatif sur le plan national. Et celui qui parle là, je ne sais pas de quel parti il vient. Et nous faisons notre travail tel que ça doit être fait. D'accord. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un, on n'a pas besoin de recevoir l'ordre de quelqu'un avant de réagir en tant que parti politique. D'accord. Deuxième élément. Oui. En ce qui concerne la création d'une CENI sur une base non politique, j'ai répondu tout à l'heure. Je disais que le Togo n'a pas encore la confiance n'existe pas. La confiance n'existe pas. Entre les acteurs. Un acteur qu'on désigne pour aller travailler, servir le peuple dans une CENI, mais vous connaissez sa position politique. Les gens vont commencer par chercher, il vient d'où? Il est de quel bord politique? Mais vous pensez que de la manière les choses se sont passées en 2015 à la CENI, parce que nous sommes politiques, nous avons découvert la fraude.
Mais si on envoie des gens, ces gens-là, mais ils vont se taire et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas encore atteint cette maturité-là. Cette confiance-là n'existe pas encore en nous au Togo pour parler d'une série non politique. Et malheureusement, les problèmes aussi continuent par exister. Les problèmes continuent par exister parce que le gouvernement ne respecte pas les engagements. Vous avez doigté le gouvernement, le gouvernement va vous doigter. Ça, on connaît ça. J'ai donné l'exemple tout à l'heure dans la loi électorale où, noir sur blanc, il est noté, il est inscrit que la CENI est une autorité administrative indépendante. Bien sûr. Et puis vous avez dit aussi devant que finalement il y a des articles aussi qui contredisent. Malheureusement. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. On va donner la parole à Ibrahim qui veut poser une question. Ibrahim, oui, une question, oui. Par rapport aux propositions faites par l'ANC, je vois que vous avez fait des propositions, vous avez analysé les propositions faites au niveau de la concertation nationale des acteurs politiques et vous avez sorti un document. Bon, ce document, quelle est la suite? Est-ce que vous allez toujours expliquer cela, ça s'arrête là, ou bien vous comptez trouver des passerelles pour rencontrer le gouvernement, pourquoi pas le ministère de l'administration territoriale, pour que vos doléances puissent être aussi écoutées, étant donné que jusqu'à là, rien n'est encore fait au niveau du gouvernement en matière de loi ou bien quelque chose comme ça. Oui, vous savez, la communication est un élément très important en matière politique. Nous faisons l'effort à chaque moment, par rapport au test, de réfléchir et de mettre les informations à la disposition des populations. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Nous allons continuer par communiquer sur cette question-là, de manière à ce que les gens puissent appréhender de quoi il s'agit. Ça leur facilite les discussions. Quand vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas discuter. Tout à fait. Ça ne va pas s'arrêter là, nous allons continuer par discuter. Maintenant, au niveau des passerelles, nous allons commencer par le faire. Vous savez, j'ai dit que c'est... on a dit qu'on a discuté à la CNAP pendant 6 mois. Non, quand même, on a abusé des Togolais. Parce que les rencontres, quand je prends le cas par exemple de la commission d'appui, le second organe du CNAP, se réunit comme au niveau de CNAP même, la CNAP elle-même, nos réunions font à peine 2 heures de temps. 2h30 au maximum. Et le nombre de rencontres au niveau du comité d'appui, c'est 17 fois pendant 6 mois. Il y a eu 17 réunions. 17 réunions pendant 6 mois. Et puis 11 séances plénières. Voilà, ce qui veut dire que 17 jours de rencontres ont déjà réglé ce problème-là. Alors que le problème n'est pas encore réglé. Il y a des centaines de points que nous disposons qui n'ont pas été abordés. Parce que la CNAP a été clôturée de manière précipitée. Vous vous souvenez? Oui. Donc c'est pour dire que quand on parle de 6 mois, on n'a qu'à parler de 17 jours et des réunions de 2h, 17h30 au maximum. Chacun peut faire son analyse sur cette base-là. Alors, sur le statut de l'opposition, on va avancer pour terminer. On a encore 4-5 minutes. Sur le statut de l'opposition, la CNAP propose ce qui suit, est considéré comme parti de l'opposition toute formation politique qui n'est pas dans un accord de gouvernement, sauf dans le cas de gouvernement d'union nationale ou de cohabitation. Sur le sujet, quelle est la proposition de l'ANC? Je dis que c'est une définition normale, mais insuffisante. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de déclarer qu'on est de l'opposition, qu'on ne soit pas en accord politique avec le gouvernement pour être de l'opposition. Être de l'opposition dépend des positions que l'on prend au quotidien vis-à-vis aux actes du parti au pouvoir, ou bien aux actes de la majorité. Vous voyez, vous pouvez déclarer que vous êtes de l'opposition, mais faire marche avec le parti au pouvoir. Donc, il s'agit que l'opposition qui se déclare opposition soit mesurée sur la base de cette déclaration, de cette position vis-à-vis au fonctionnement. Oui, à ce niveau, M. Attanti, les gens peuvent être très durs contre le gouvernement. D'autres sont moyens. Ça veut dire que les mots que vous utilisez sont durs, alors que d'autres, les mots sont un peu doux. Oui, est-ce qu'on va dire que ces personnes aussi ne sont pas de l'opposition? Vous savez, non, ce n'est pas une affaire de mots. D'accord. C'est une affaire de position. Bien sûr, les gens peuvent avoir des positions souples. Vous allez avoir des positions dures. Je suis d'accord. En ce moment, on est là pour apprécier la position. D'accord. On peut apprécier. Est-ce que ce serait vraiment rationnel, cette appréciation de partis proches du pouvoir, partis de l'opposition et autres, sur la base de peut-être des déclarations, sur la base de ce que l'on pose comme action sur le terrain? Mais c'est important. C'est des faits qui se lient. C'est des faits qui se lient. On est à des moments donnés apprécier que celui-là, oui,
face à sa position, que oui, ça défend les positions, ça défend ce que veut l'opposition. Encore que l'opposition est plurielle. Nous sommes d'accord. Oui. Mais en son temps, on apprécie. D'accord. Il peut y avoir des convergences de points de vue. C'est pourquoi j'ai dit que l'opposition est plurielle. D'accord. Mais tous les acteurs le disent. Alors, sur le Sénat, l'ANC souhaite que le chef de l'État ne désigne aucun. Quelle est votre position? Non, oui, vous savez, nous sommes à cette fin du 21e siècle. Les sénateurs représentent les communautés, locales, élections municipales, élections régionales. Oui. Mais et le chef d'État est-il ou bien un représentant de la communauté locale? Non. La meilleure façon, puisque j'ai dit tout à l'heure que les réformes du cadre électoral là, c'est à la fois la Constitution et le Code électoral. On n'a qu'à mettre les 60 membres du Sénat à la disposition des électeurs et que les électeurs élisent ceux dont ils ont besoin. Mais quand on dit que c'est le chef de l'État, et dans cette conclusion on dit que sous l'esprit d'ouverture, non, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Nous aurions souhaité que tous ces 60 là soient lancés dans la campagne électorale et le peuple élise, c'est-à-dire les électeurs, c'est les grands électeurs, non? Oui. Les grands électeurs élisent ceux dont ils ont été. C'est très simple. C'est mieux. C'est-à-dire qu'on ne doit plus revenir sur des faits de l'Antiquité que des gens ont expérimenté dans des conditions que nous maîtrisons. Certains l'ont fait. Parce qu'en ce moment-là, il y avait des difficultés d'ordre national et on n'avait pas les moyens de faire voter peut-être toutes les communautés et il fallait régler, trouver une solution. Mais pourquoi un truc qui est fait dans certains pays il y a 50 ans, qu'on ramène ça aujourd'hui? Non, on n'avance pas. D'accord. L'autre chose, c'est la loi sur les manifestations publiques, politiques, comme on le dit. Vous souhaitez carrément que l'actuelle loi soit tout simplement abrogée? Oui, l'actuelle loi doit être abrogée. Elle doit être abrogée parce que c'est un droit. Quand on n'est pas d'accord dans une république, on dit non. On dit non. Et il revient, c'est à l'État de créer les conditions politiques et juridiques pour que les populations puissent dire non. Mais lorsque l'État n'a pas créé ces conditions pour permettre aux populations de dire non, il y a un problème. Et sans même le savoir, eux-mêmes le savent que ça agit même sur l'État. Dans quel pays on empêche les gens de manifester? Un mois me demande d'amener de l'argent pour créer des sociétés, des entreprises. On n'empêche pas. Même la loi actuelle n'empêche pas. La loi, non. Monsieur Dematechi. La loi peut empêcher. Quand la loi n'est pas claire. D'accord. On nous fait signe. Quand les dispositions peuvent empêcher au niveau de la loi. Partir à cette émission est terminée. Monsieur Dematechi, oui, il faut conclure. On a dit quand même l'essentiel. C'est qu'on ne peut pas tout dire. Oui, il faut conclure. On va partir. Ce que je voudrais dire, c'est à l'endroit du président de la République. Monsieur Faure Gnassingbé, ce que je dis vous engage. Je vous demande. C'est vous qui le dites, ça doit vous engager aussi. Allez-y. Ça vous engage. L'apaisement dans ce pays vous revient. Nous parlons au Togo des réformes électorales depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Vous êtes arrivés au pouvoir. Pensant pour nous, nous pensions que une transition pour nous permettre d'aller aux élections et vous allez vous retirer. Vous voici 20 ans au pouvoir. Les réformes du cadre électoral sont toujours là. D'accord. Nous avons les dispositions pour l'amélioration du cadre électoral. On a compris. Le chef de l'État a eu votre message. Merci beaucoup, monsieur Dematechi. Merci d'être avec nous ce matin. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous ont appelés, justement, monsieur Koulani et monsieur Malam. Monsieur Koulani d'Agoye, monsieur Malam de Zongo, Roger Telou à la mise en onde, Mathieu Mouzo au micro. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.